Des hommes sans histoire, des hommes comme vous et moi, sont devenus ça. Nous regardons ces choses-là avec horreur. Mais qui nous dit que nous aurions été différents à leur place? Qui nous dit que nous aurions échappé à la barbarie nazie, qui a séduit une nation entière, et même son plus grand philosophe, Martin Heidegger? Cette question est dans les têtes, au moment où se présente à la barre du tribunal de Jérusalem, le 11 avril 1961, l'homme le plus détesté de la planète, Adolf Eichmann, le principal technicien de la solution finale. C'est une véritable frénésie médiatique. 22 gardiens sont chargés de la sécurité d'Eichmann, on goûte ses plats pour éviter l'empoisonnement. Les débats vont durer en tout 8 mois, il faut dire qu'il y a pas mal de témoins à auditionner. The German asked, "Who do you want me to shoot first?" I did not answer. I felt him take the child from my arms. The child cried out and was shot immediately. Alors est-ce que vous et moi aurions pu être Eichmann si nous avions vécu dans son contexte? Dans l'assistance du tribunal se trouve une philosophe juive, Hannah Arendt, qui va donner une réponse géniale à cette question. La question « est-ce qu'on aurait pu être Eichmann ?» se pose parce que, un peu à la surprise générale, Eichmann est normal. Un psychiatre va jusqu'à dire « il est plus normal que moi ». On attendait le monstre, mais Eichmann c'est plutôt le petit fonctionnaire sans qualité. C'est pas Dutroux, c'est pas Francis Holm, c'est Fred de la Conta. Entre les monstres et nous, on peut tracer une ligne de démarcation nette. Avec Eichmann, on ne peut pas. C'est bien ce que dit Hannah Arendt avec sa célèbre théorie de la banalité du mal. Le mal le plus radical, le mal organisé qui fait des millions de victimes, c'est un mal banal, à la portée de tout le monde. Le mal accompli par des personnes qui n'ont aucune motivation, aucune conviction, aucun goût pour la méchanceté, aucune tendance démoniaque, par des humains sans prétention, qui refusent soudain d'être des personnes humaines. Bien sûr, cette thèse de la banalité du mal va scandaliser. Personne n'est prêt à dire qu'il aurait pu être nazi. Mais au fond, qu'est-ce qui nous en préserve? Quelle est la ressource intérieure que nous pouvons mobiliser et qui nous préserve à jamais de notre barbarie intérieure? Quand je pose la question à mes élèves, la réponse la plus souvent donnée, c'est la sensibilité. J'en aurais été psychologiquement incapable. J'aurais été torturé de remords. J'aurais pas pu faire ça. Cette réponse est en fait rousseauiste, car Rousseau voyait dans l'émotion, dans la sensibilité, dans la pitié, dans la compassion, le rempart naturel contre la barbarie. On a une sorte de voyant rouge qui s'allume et qui nous dit « Arrête ça, c'est insupportable ». Et Rousseau place ce voyant rouge au-delà, au-dessus du raisonnement. C'est en un mot dans ce sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire. Le cas Eichmann nous apprend au moins une chose, c'est que Rousseau s'est complètement trompé. Parce qu'Eichmann, contrairement à un monstre de cour d'assises, a une sensibilité. C'est ce qu'ont dit les psychiatres, mais c'est aussi ce que dit son parcours. À certaines reprises, il s'est lié d'affection pour certains juifs, les a aidés, même s'il s'en est repenti et a confessé cette faute, entre guillemets, à ses supérieurs. Ça montre en tout cas qu'il est capable d'émotions. Ouais. Je connais cette théorie, oui. Mais que ces émotions ne l'ont pas empêché de devenir ce qu'il est. L'idéologie peut être plus forte que la sensibilité. Si ce n'est pas l'émotion, qu'est-ce qui nous préserve donc de notre barbarie? Arendt pense qu'il faut aller chercher ailleurs, non pas dans l'émotion, mais dans la pensée. Les nazis sont devenus ce qu'ils sont, non pas parce qu'ils n'avaient pas de cœur, mais parce qu'ils ne pensaient pas. Cette incapacité de penser a engendré la possibilité chez des hommes de nature ordinaire et médiocre de commettre des actes cruels dans des proportions gigantesques, des actes incomparables à tout ce qu'on avait vu auparavant. Cette thèse paraît complètement absurde, et pourtant, elle est vraie. Sur cette idée, toutes les critiques ont fusé. Quoi, Eichmann ne pensait pas? Mais bien sûr qu'il pensait. Il était très intelligent, très réfléchi, absolument convaincu des thèses nazies, et Arendt s'est laissée berner comme une débutante. Elle a cru qu'Eichmann était juste un idiot robotisé. Voilà ce que dit par exemple Johann Chapoutot, un historien que j'aime beaucoup, et qui est très sévère envers Arendt. Mais je crois qu'il se trompe parce qu'il ne comprend pas exactement ce que veut dire Arendt. Eichmann ne pense pas, ne veut pas dire qu'il est bête, qu'il n'est pas intelligent, qu'il ne réfléchit pas, qu'il n'est pas profondément convaincu des thèses nazies, qu'il n'a pas une vision, une Weltanschauung élaborée du monde. Non, il ne pense pas au sens socratique. Pour bien comprendre ce que c'est que la pensée au sens socratique,
Rendez-vous à l'épisode 1 du cursus. Penser au sens socratique, c'est pas tirer des théories. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui a émergé à certains moments au procès. Wenn er Verräter gewesen wäre, an das Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Vateneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. C'est intéressant. Par la comparaison entre le meurtre du père et le meurtre des Juifs, Eichmann est forcé d'admettre que l'obéissance aveugle n'est pas un principe suffisant et que même le Führer doit justifier rationnellement ses ordres. Et puis il referme vite la porte, pris dans ses contradictions par un élan de mauvaise foi. Tout ça ressemble presque à un dialogue socratique en plein procès de Jérusalem. Et c'est ça penser. Penser, c'est pas théoriser, c'est s'exposer à la réfutation, c'est justifier ses présupposés, c'est expliquer le sens des mots qu'on emploie, c'est se poser à soi-même les objections les plus dérangeantes. Et c'est pas une activité courante du tout, très peu de gens font ça. Et les nazis ne le faisaient jamais. Les cadres nazis avaient presque tous des doctorats, ils étaient très intelligents, mais aussi absolument incapables de se remettre en question. S'ils l'avaient fait, ils auraient compris que le concept de race est mal défini, que le Lebensraum, l'espace vital, est une fausse analogie. S'ils avaient pensé, ils seraient sortis à un moment donné de ce vortex d'autoconfirmation entre intellectuels qui vous amène en fin de compte à achever un enfant dans une fosse en pensant que vous êtes un héros. Abattre un enfant de 2 ans au bord d'une fosse en Lituanie, ça ne va pas de soi. Ça implique toute une superstructure normative, très argumentée, très patiente, très pédagogique, très rassurante, qui consiste à dire à celui qui tue l'enfant au bord de la fosse, tu n'es pas un criminel, tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un lâche, tu es un héros. Et on comprend ici avec Arendt que penser n'est pas un luxe, c'est notre seule ressource pour faire face à la barbarie, et c'est une ressource que nous devons défendre. On ne peut pas vraiment compter sur les pouvoirs politiques pour la défendre, parce que le pouvoir politique n'aime pas la pensée socratique. La pensée socratique forme des types formidables, mais aussi des marginaux, des nihilistes, des révoltés, des gens dont le pouvoir a peur. C'est bien pour ça que Socrate a été condamné à mort, pour avoir corrompu la jeunesse, c'est-à-dire pour avoir formé des gens comme Alcibiade, qui se sont révélés dangereux pour la cité. Lisez la biographie d'Alcibiade, à côté, Tony Montana fait pas le figure. Mais, dit Arendt, qu'est-ce qu'on préfère? Supporter quelques délinquants, quelques nihilistes, quelques marginaux, de toute façon incapables de se constituer en groupe, autant essayer de former un troupeau de chats, ou au contraire, prôner l'obéissance et la non-pensée, qui soulève des foules, crée des groupes, des sections, des ligues, et qui finit par tuer en masse. La pensée est dangereuse, oui, dit Arendt, elle est dangereuse pour le pouvoir, mais la non-pensée est beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Je souhaite, de tout mon être, que la pensée donne à la plupart des êtres les moyens d'éviter la catastrophe dans ces très rares moments où on devine que tout peut s'effondrer. Si vous vous intéressez un peu plus à ce que pensaient les nazis à leur Weltanschauung, qu'ils ne remettaient pas en question, je voudrais consacrer bientôt un épisode là-dessus. Pour l'instant, retenons ceci. Premièrement, le mal radical est banal. Il est à la portée de n'importe qui. Deuxièmement, la garantie qui nous en préserve n'est pas l'émotion, mais la pensée. Troisièmement, cette pensée doit s'entendre au sens socratique. C'est pas tirer des théories, ça les nazis en sont capables, c'est s'exposer à la réfutation. Enfin, cette pensée socratique n'est pas favorisée par les pouvoirs, car elle forme des gens potentiellement désobéissants. Cela dit, entre quelques originaux individualistes et un troupeau rétif à toute forme de pensée, le choix, dit Arendt, est vite fait. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.